Autre sujet brûlant et qui a également fait l'actualité récemment, la question du harcèlement sexuel. On vous demande que vous inspire le renversement de la charge de la preuve envisagé par le défenseur des droits, Monsieur Jacques Toubon. Monsieur Jacques Toubon, la butte témoin de toutes les trahisons de la droite française. Cet homme qui, je le rappelle, était quasiment sur les positions du Front National de Jean-Marie Le Pen en termes d'immigration et qui aujourd'hui en est à ouvrons les bras du moment qu'ils viennent pas chez moi, a encore eu une idée. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est comme gravité le renversement de la charge de la preuve ? Ça veut dire que tout homme qui sera, ou toute femme, parce qu'il y a de plus en plus de cas de harcèlement féminin, et même de femme à homme et de femme à femme, devra prouver son innocence sur simple accusation, mais prouver qu'on est innocent, c'est très compliqué, vous savez. C'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on n'a rien fait, de prouver qu'on n'a rien fait. C'est un système américain, en fait. Non, dans tous les systèmes qu'ils soient, non, nous avons un système dit inquisitorial et eux ont un système dit accusatoire, mais la charge de la preuve est toujours la même. Quand vous accusez quelqu'un, c'est à vous de prouver qu'il a fait quelque chose. On ne prend pas quelqu'un au hasard et dit « prouve que tu es innocent ». Enfin si, il y a un type de régime qui faisait ça. Je pensais pas qu'on voulait vraiment y retourner. Parce que là, pour le coup, la lumière commence à baisser. Les heures les moins éclairées arrivent. Je le dis franchement. Il y avait un régime qui faisait ça. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Avec des goûts vestimentaires tout à fait folkloriques. Mais, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Or, en plus, je viens sur un point plus important. Le féminisme français a gardé ça. Un truc que je n'ai pas dit dans les initiatives, mais on va ponctuer de temps en temps les queueliers qui auront un rythme plus ou moins grand selon nos disponibilités, avec des points doctrinaux, c'est-à-dire d'être une demi-heure sur une seule question, avec une idée de notre ami Berthaud. Excellente idée. C'est une excellente idée. Donc ça va être une émission qui va naître très vite, mais on n'a pas encore le nom, etc., mais ça va être très rapide. On reviendra en détail sur l'histoire du féminisme et l'histoire des idées. Par contre, le féminisme français est un féminisme de l'égalité, pas un féminisme de la substitution, comme le sont les féminismes de pays protestants, avec, alors là, le prix du délire pour les pays scandinaves, les Corées du Nord du progressisme avancé, où là maintenant ça va être le contrat sexuel, c'est-à-dire on couche, tu signes, et Tu signes, on couche. Non, tu signes, on couche. Ah oui. Non, mais là ma latinité m'a trahi. Évidemment le féminisme américain qui en est directement issu, vu que c'est un féminisme d'essence germanique, qui lui est un féminisme par la substitution, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin des hommes et nous leur coupons les attributs, nous les remplaçons. Le féminisme de l'égalité, d'ailleurs il y a un ouvrage qui va sortir là-dessus sur le féminisme du général de Gaulle. De Gaulle est l'archétype de ce type de chef d'État féministe. Alors ça choque beaucoup. Oui, ça va en surprendre plus d'un, il faut que vous... Non mais, quel est l'homme politique français qui a donné le plus de droits aux femmes ? Oui, effectivement. Vote, contraception, égalité salariale. C'est le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle est un homme du féminisme de l'égalité. Pas du féminisme de la substitution. C'est-à-dire c'est un homme de la complémentarité. C'est pour ça que pour lui, la parité était une abjection. Parce que ça veut dire que la femme n'a pas de nature en propre, elle n'a de nature que quand elle remplace l'homme. Autrement dit, la femme est objet jusqu'à ce qu'elle prenne la place d'un mec. Si vous voulez, c'est catastrophique. C'est une pensée catastrophique. Or, le féminisme de l'égalité, lui, pense que l'égalité de droit doit être totale, et que la complémentarité des fonctions, ce qui n'induit aucunement une assignation fixiste à la fonction. Ce n'est pas parce que les femmes ont des choses différentes à apporter à tous que les hommes, qu'elles ne peuvent pas faire aussi bien que les hommes dans la plupart des sphères sociales.
mais nous n'apportons pas la même chose. Sinon, la différenciation ne sert à rien. Or, ce féminisme de la complémentarité, lui, illustre la diversité et ne la naturalise pas. Il prend acte de différences et il les magnifie politiquement pour qu'elles ne deviennent pas des antagonismes. Le féminisme de substitution, lui, conduit à une guerre froide, détestable, et à une haine froide, au nom de quoi? Qui se termine comment? Qui se termine par un pur raisonnement anti-mec, et ensuite par une misogynie de ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes, et à des sociétés de guerre froide que sont aujourd'hui les sociétés américaines, scandinaves ou germaniques, sur ces questions-là. Et surtout, ce féminisme-là, en réalité, prend la féminité pour une infirmité. Parce qu'une femme, tant qu'elle ne veut pas prendre une place que l'histoire, les habitudes, l'habitus sociologique ou autre ont conféré ou ont suggéré à des hommes, eh bien alors cette femme-là n'existe pas en elle-même. Tant qu'elle ne prend pas la place d'un mec, la femme n'est rien. C'est-à-dire qu'elle est objet jusqu'à ce qu'elle prenne la place de l'homme et qu'elle se dise « je suis indépendante, je n'ai besoin de personne ». Résultat sociologique éprouvé, solitude, névrose, dépression. Joli tableau. Joli tableau. Or, il est un moment, il faut arriver, je ne dis pas, en plus on a caricaturé ces actrices françaises qui n'ont jamais cautionné la liberté d'emmerder les filles, qui est au passage une mauvaise éducation, mais qui vient de qui, majoritairement en France? Qui vient de Ziva, pour qui toutes les nanas sont des putes sauf leur mère. Mais ça, c'est pas et leur sœur, mais ça, c'est pas la galanterie française, qui est vue comme une infirmité par certaines historiennes féministes, c'est surtout pas la galanterie française, ça. Ça, c'est l'abandon du rôle de père et le surmatriarcat du Maghreb. Je vous le dis franchement, hein. Bon. Or, ça se fait par l'éducation. Et ce n'est pas en disant aux petits garçons qu'ils seront des petites filles, non mais, qu'ils seront des petites filles comme les autres, qu'on va les aider à la fois, parce que tout le monde se fout de ce que les jeunes hommes ressentent. Or, eux, dans le réel, ils vont devoir porter une famille néanmoins, et ils vont devoir être pères. Et c'est pas en leur coupant les couilles que vous allez les aider à être pères. Vous allez les aider à faire quoi? À fuir leurs responsabilités. Et résultat, laisser des nanas, toutes libérées qu'elles soient, toutes seules avec des gamins, qui feront ce qu'elles peuvent. Parce que la réalité sociale, elle est là. La réalité sociale, c'est 60 à 70% des familles monoparentales, c'est une femme, un enfant. Or, famille monoparentale, premier pas vers les emmerdes pour le gamin. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Alors ça peut paraître super réac, moi j'ai jamais été pour parce que j'ai fait trop de sciences sociales pour croire à des schémas fixistes de famille. Je dis juste, au lieu de faire des débats à la con qui divisent les gens, essayez d'enfanter un projet de société. Ou alors, allez au bout de votre logique, armez des camps, et tout le monde se retrouve au terrain vague à 18h pour un cassage de gueule général. Pourquoi pas? C'est toujours mieux que par tribune interposée avec Caroline Fourest en Saint-Jean-Bouche-d'Or. Toujours mieux que ça.